après que j'ai refusé de payer le loyer de ma sœur une fois de plus, maman a envoyé des déménageurs pour décharger ses meubles chez moi. Elle leur a dit, laissez tout là. Elle craquera quand elle verra son Porsche rempli. Mais je n'habitais plus là. Le nouveau propriétaire est sorti, il a vérifié les papiers du bail, et il a fait tout enlever sur le champ. Et ce n'était même pas le pire. Le basilic commençait à pousser. Cela faisait 3 semaines que je l'avais planté, dans ce petit pot en terre cuite sur le balcon de mon appartement, et les feuilles étaient enfin assez grandes pour être pincées. Je tenais le transplantoir de jardin de ma grand-mère Bette dans ma main droite, et un arrosoir dans la gauche. Ce matin d'octobre était si frais, que le manche en métal de l'outil était glacé. Ce transplantoir est plus vieux que moi. Son manche en bois a été poli, usé par les 30 années de prise en main de Bette. Elle avait planté chaque fleur, dans le jardin de l'ancienne maison, avec ce transplantoir. Elle avait planté des roses, des œillets d'Inde, ainsi qu'une rangée de basilic le long de la clôture. Cela poussait de manière si dense, qu'on pouvait en sentir l'odeur depuis le trottoir. Elle est morte il y a 8 ans. Le jour de mon déménagement, ce transplantoir se trouvait dans un carton portant l'étiquette « à donner ». Ma meilleure amie, Ruth Anne, l'en a sorti, l'a brandi, et m'a dit « Tu ne vas pas donner le transplantoir de ta grand-mère. Mets-le dans le carton à garder, tout de suite. » Alors, je l'ai gardé. Il trône sur le rebord de ma fenêtre. C'est la seule chose de l'ancienne maison que je n'ai ni vendue, ni donnée, ni laissée derrière moi. Mon téléphone a sonné à 8h47. Le numéro n'était pas dans mes contacts. C'était l'indicatif de Bordeaux. J'ai répondu, car je gère des biens locatifs pour gagner ma vie, et les numéros bordelais inconnus sont généralement des locataires. Mademoiselle Thornton, je m'appelle Béatrice Hargrove. Je crois que j'ai acheté votre maison, située rue des Magnolias, il y a 6 semaines. En effet. Il y a un camion de déménagement dans mon allée. 2 hommes ont déposé un canapé, une commode, un cadre de lit, 4 cartons, et un lampadaire, directement sur mon porche. Ils ont un document qu'ils appellent un contrat de bail. Ce bail désigne une locataire nommée Kenna Thornton, et indique une propriétaire du nom de Noreen Thornton. Je suis la propriétaire. Mon nom figure sur l'acte de vente. Ce bail n'est pas le mien, et je ne l'ai jamais signé. J'ai posé l'arrosoir sur la rambarde du balcon. Une goutte d'eau a coulé du basilic, pour s'écraser sur le béton. Madame Hargrove, je suis désolée. Ce sont ma mère et ma sœur. Je pensais que c'était de la famille. Les hommes avec le camion sont plantés sur ma pelouse. J'ai appelé la police. J'ai aussi appelé mon ancien cabinet d'avocat. Car voyez-vous, j'ai été avocate en droit immobilier. Pendant 31 ans, et je sais à quoi ressemble un faux bail. J'aurais pu prendre ma retraite, sans jamais en voir un livré sur mon propre Porsche. Mais nous y voilà. J'ai failli éclater de rire. Pas parce que c'était drôle. Mais parce que ma mère avait envoyé un camion de déménagement, sur le Porsche d'une avocate en droit immobilier à la retraite, avec un faux bail en main. Son plan était d'installer ma sœur dans une maison, qui n'appartenait plus à personne de ma famille. Et la précision de cet échec était si totale, si parfaite, que cela finissait par ressembler à une blague. Madame Hargrove, je serai là dans 20 minutes. Prenez votre temps, mademoiselle Thornton. J'ai du café. La police sera là avant vous. J'ai reposé le transplantoir à côté du pot. J'ai pris mes clés. Je n'ai pas pris l'arrosoir. Le basilic s'en sortirait très bien. Avant de vous parler du Porsche, il faut que je vous parle des 52 mois. Je m'appelle Sable. J'ai 33 ans. Je gère des portefeuilles de location résidentielle, pour 3 propriétaires de la région de Bordeaux, avec un total de 47 logements. Je m'occupe des contrats de location, de la sélection des locataires, de la coordination des travaux d'entretien, de la perception des loyers, et des procédures d'expulsion. Je connais la loi française sur les rapports locatifs, avec la même précision qu'un chirurgien connaît l'anatomie. Je sais à quoi ressemble un bail valide. Je sais aussi à quoi ressemble un faux bail.
Je sais comment s'établit l'occupation d'un logement, comment on y met fin, et ce qui se passe quand quelqu'un essaie de sauter les étapes intermédiaires. Pendant 52 mois, j'ai payé le loyer de ma sœur Kenna, soit 1400 € par mois. Je l'ai payé, parce que ma mère, Norine, m'avait dit que Kenna avait des difficultés financières. Parce que Kenna avait un fils, nommé Jax, qui avait 2 ans lorsque ses paiements ont commencé. Parce que j'avais une maison, un revenu stable, et que Kenna n'avait ni l'un ni l'autre. Je ne me suis jamais posé de questions sur la destination du loyer. J'avais mis en place un virement automatique vers le compte de ma mère, et je lui faisais confiance, persuadée que l'argent arrivait là où il devait aller. J'ai également payé l'assurance auto de Kenna pendant 36 mois, pour 280 € par mois. J'ai couvert 5 sauvetages d'urgence sur 4 ans, une transmission cassée, une facture de dentiste, un dépôt de garantie lorsque Kenna a déménagé dans un nouvel appartement, un paiement minimum de carte de crédit qui allait être rejeté, et un chèque de 3200 € pour les frais de préinscription à la maternelle de Jax. Ce dernier, je l'ai signé un mardi de juin. Le jeudi de cette même semaine, Kenna a publié 4 photos, prises depuis un complexe hôtelier à Arcachon. Jax était dans la piscine. Kenna était allongée sur une chaise longue, un verre à la main. Le complexe s'appelait les Palmiers de l'Océan. J'ai fait une recherche. La chambre la moins chère était à 240 € la nuit. Kenna y était depuis le mercredi. Les frais d'inscription à la maternelle n'étaient pas pour l'école. Cet argent finançait des vacances à la plage. Le soir même, j'ai appelé mon agent immobilier. J'ai dit, mettez la maison en vente. Elle a demandé, pour quand? J'ai répondu, maintenant. La maison de la rue des Magnolias s'est vendue en 19 jours, pour 278 000 €. J'ai remboursé le prêt immobilier, payé les frais de notaire, et empoché un bénéfice net de 61 000 €. J'ai emménagé dans un appartement d'une chambre, situé rue Pasteur, avec un balcon juste assez grand pour accueillir une chaise, un pot en terre cuite, et le transplantoir d'une grand-mère. Je n'ai rien dit à ma mère. Je n'ai rien dit à ma sœur. Je n'ai rien dit à mon père, Lou. Je n'ai rien publié sur les réseaux sociaux. Je n'ai fait aucune annonce. J'ai simplement disparu d'une maison, et j'ai laissé mon absence parler à ma place. 6 semaines plus tard, ma mère envoyait un camion de déménagement sur ce fameux Porsche. Si c'est le genre d'histoire que vous êtes venu chercher, abonnez-vous à Histoire de secrets de famille. Car, voyez-vous, les meubles sur le Porsche n'étaient pas le pire. Le pire, c'est ce qui est tombé de la commode. Je me suis garée dans la rue des Magnolias à 9h11. 2 choses avaient changé. Le jardin contenait désormais des roses. Béatrice avait planté des rosiers, dans le même parterre où Bette avait fait pousser du basilic pendant 20 ans. Les rosiers étaient petits, jeunes, et soutenus par du fil de fer vert. Ils seraient magnifiques au printemps. La deuxième chose, c'était la voiture de police dans l'allée. Elle était garée à côté d'un camion de déménagement, dont la rampe était encore baissée et la soute vide. En effet, tout ce qui se trouvait à l'intérieur était maintenant entassé sur le Porsche. Le Porsche ressemblait à un vide-grenier, qu'on aurait largué depuis un hélicoptère. Le canapé de Kenna était coincé contre la rambarde avant, formant un angle qui bloquait les marches. Un cadre de lit était appuyé contre le bardage de la maison. 4 cartons étaient empilés près de la porte, et l'un d'eux était écrasé dans un coin, là où les déménageurs avaient posé le lampadaire par-dessus. Le lampadaire était couché sur le flanc, son abat-jour cabossé. Et puis, il y avait la commode. La vieille commode en noyer de ma mère, celle qui trônait dans son couloir depuis aussi longtemps que je me souvienne. Elle était couchée, face contre terre, sur les lattes du Porsche. Les déménageurs n'avaient pas été prudents. 2 des 4 tiroirs s'étaient ouverts. Des vêtements débordaient de l'un. Des papiers s'échappaient de l'autre. Béatrice Hargrove se tenait sur l'allée menant à la porte. Elle portait un gilet, des lunettes de lecture, et tenait une tasse de café dans une main, et 2 feuilles de papier dans l'autre. Elle avait l'allure d'une femme qui a assisté à 800 dépositions, et qui ne va certainement pas se laisser déstabiliser par un canapé sur son Porsche. Les 2 déménageurs étaient assis sur le haillon du camion.
Ils avaient les visages d'hommes qui, engagés pour livrer des meubles, étaient arrivés pour trouver une voiture de police, et une avocate à la retraite les attendant de pied ferme. Avec son café et son tempérament, elle leur avait clairement fait comprendre qu'ils devaient s'asseoir, et ne plus toucher à rien. Le policier était jeune. Il tenait un carnet de notes. Il écrivait quelque chose. Il a levé les yeux vers moi, puis s'est replongé dans son carnet. Béatrice m'a regardé quand je me suis approchée. Elle m'a tendu la main. Sa poignée de main était ferme et brève. Mademoiselle Thornton, elle s'éclaircit la gorge, 2 documents à vous montrer. Le premier est le bail que ces messieurs m'ont présenté, lorsque je leur ai demandé ce qu'ils fabriquaient sur mon porche. Ce bail désigne votre sœur, Kenna Thornton, comme locataire, et votre mère, Noreen Thornton, comme propriétaire du bien. Votre mère n'est pas la propriétaire. Je le suis. Ce bail est un faux. J'ai déjà demandé à l'agent de dresser une contravention pour dépôt sauvage, ainsi qu'un rapport pour fraude documentaire. L'amende s'élève à 2 400 €. Le dossier pour fraude ira directement sur le bureau du procureur de la République. Elle a brandi le 2e morceau de papier. Ce second document est tombé de la commode de votre mère, lorsque le tiroir s'est ouvert sur le porche. Je l'ai ramassé, car cela fait 31 ans que je lis des documents juridiques. Je suis capable d'identifier une procuration à des mètres de distance. Celle-ci porte votre nom. Votre numéro de sécurité sociale y figure. La signature en bas de page est censée être la vôtre. Est-ce bien le cas? J'ai examiné le document. La signature ressemblait à la mienne, de la même façon qu'une photocopie ressemble à un original. Probante de loin. Fausse de près. Le tampon d'authentification provenait d'un service que je n'avais jamais utilisé. Non, ce n'est pas ma signature. C'est bien ce que je pensais. Le tampon provient d'un service de certification en ligne appelé QuickSign Express. Ce service a été fermé il y a 4 ans. Pour avoir traité des documents sans vérifier l'identité des signataires. Je le sais, car mon cabinet a géré le recours collectif contre eux. Je me tenais sur l'allée d'une maison qui m'avait appartenu. Je fixais une procuration, que je n'avais jamais signée, et qui vivait cachée à l'intérieur d'une commode. Une commode que ma mère avait envoyée sur un porche, qui ne m'appartenait plus. Et le soleil du matin frappait les nouvelles roses de Béatrice, et ces roses se fichaient éperdument de tout cela. Une voisine, 2 maisons plus loin, était sortie sur son porche et observait la scène. Elle tenait un mug à la main. Elle n'y a pas touché. Le lundi suivant, je me suis assise à la table de ma cuisine, dans mon appartement de la rue Pasteur. Avec mon ordinateur portable, j'ai tiré sur tous les fils que j'ai pu trouver. La procuration avait bien été utilisée. Il y a 7 ans, le mois même où j'ai signé l'achat de la maison de la rue des Magnolias, quelqu'un s'est servi de cette fausse procuration. Cette personne a contracté un prêt hypothécaire d'une valeur de 43 000 €, adossé à la propriété. Ma propriété. Ce crédit avait été souscrit dans une banque où je n'avais jamais mis les pieds. La signature était la même falsification que sur la procuration. 43 000 € empruntés contre une maison que je venais tout juste d'acheter, en utilisant 48 000 € de mes propres économies comme apport personnel. Ma mère s'était servie de l'achat de ma maison, pour s'endetter sur mon dos, avant même que l'encre de mon propre crédit immobilier ne soit sèche. J'ai extrait mon rapport de solvabilité auprès de la Banque de France. 3 cartes de crédit que je n'avais jamais ouvertes s'y trouvaient. Une carte Visa, une Mastercard, une carte American Express. Le solde combiné, 27 000 €. L'une des cartes était déjà en recouvrement. Toutes les 3 indiquaient mon ancienne adresse, de la rue des Magnolias. Toutes les 3 avaient été ouvertes avec mon numéro de sécurité sociale, au cours des 5 dernières années. Les relevés de compte de ces 3 cartes étaient envoyés à la maison de la rue des Magnolias. Ma mère y avait accès, car je lui avais confié un double des clés, il y a 3 ans, pour qu'elle jette un œil à la maison pendant mes voyages d'affaires. La même clé, la même porte d'entrée, la même maison qui avait été un coffre-fort verrouillé portant mon nom, comme elle le disait. Sauf que la serrure était en fait la sienne depuis 7 ans,
et j'étais la seule personne à l'ignorer. Une usurpation d'identité totale. Le prêt de 43 000 €, plus les 27 000 € de carte de crédit. 70 000 € de dette à mon nom, sur mon profil, via ma maison, tout cela orchestré par ma mère. Ensuite, j'ai épluché les registres de propriété du département concernant l'appartement de Kenna. Je sais très bien comment chercher les statuts de SCI, Société Civile Immobilière, puisque je le fais chaque semaine pour mes clients. J'ai cherché Thornton dans le registre du commerce et des sociétés de Bordeaux. Un résultat, SCI Allée Thornton. Mandataire social, Noreen Thornton. J'ai consulté les registres cadastraux de l'immeuble de Kenna. Propriétaire inscrit, SCI Allée Thornton. Statut de l'acte, libre de toute dette, aucun crédit en cours, aucune hypothèque. Ma mère était la propriétaire de l'appartement de Kenna. Il était entièrement payé, sans aucune dette. Et, pendant 52 mois, j'avais versé 1 400 € de loyer par mois, sur le compte personnel de ma mère. Tout cela, pour un appartement que ma mère possédait déjà en totalité. 72 800 €, et chaque centime était du pur profit. Ma mère dirigeait une entreprise de location privée, en jouant sur la culpabilité de sa propre fille. La locataire était son autre fille, et le loyer provenait de la fille qu'elle qualifiait d'égoïste. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai regardé le transplantoir sur le rebord de la fenêtre. Beth avait utilisé ce transplantoir pour planter du basilic le long d'une clôture, dans ce même jardin où ma mère venait d'envoyer un camion de déménagement. Beth avait nourri tous les voisins de sa rue. Beth faisait elle-même sa déclaration d'impôt. Beth n'avait jamais pris un seul centime à qui que ce soit. Et sa fille, Noreen, avait extorqué 70 000 € à la petite fille à qui Beth avait appris à tenir des comptes. Le tout en utilisant une fausse signature, et en se servant de la maison d'une femme décédée comme base d'opération. J'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé mon avocat. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à Histoire de secrets de famille, car les déménageurs sont partis. Mais les calculs, eux, ne font que commencer. Lundi soir, 18h41. Elle s'éclaircit la gorge, l'interphone de l'appartement a sonné. J'étais sur le canapé avec Ruth Ann. Ruth Ann était passée avec une bouteille de vin, et un dossier de documents imprimés. Elle les avait tirés de la base de données du cadastre, car Ruth Ann est, elle aussi, gestionnaire de propriété. Et quand je lui avais parlé de la SCI, elle m'avait dit, donne-moi 20 minutes, et une connexion Internet. J'ai regardé l'écran de l'interphone. Noreen. Elle se tenait dans le hall d'entrée. Son sac à main était serré contre sa poitrine, son téléphone dans la main. Sa mâchoire était crispée, de cette façon si particulière qu'elle adopte, lorsqu'elle a répété un discours pendant tout le trajet en voiture. Elle était prête à le débiter, que quelqu'un ait accepté de l'écouter ou non. Je suis descendue. J'ai ouvert la porte du hall. Je ne l'ai pas invitée à monter. Je me suis tenue dans l'encadrement de la porte, de la façon dont je me tiens dans les portes désormais. C'est-à-dire, en occupant tout l'espace, sans laisser la moindre place pour passer. Noreen portait le chemisier qu'elle met pour aller à l'église, et les chaussures plates qu'elle porte pour conduire. Elle avait mis du rouge à lèvres. Cela signifiait qu'elle s'était préparée pour cette visite, comme elle se prépare pour chaque représentation, c'est-à-dire, de manière absolue. Tu as vendu la maison. J'ai vendu la maison. Sans en parler à ta famille. Sans en parler à ma famille. Cette maison était celle de Beth. Cette maison était ma maison. Mon nom était sur l'acte de vente, mon crédit immobilier, mes mensualités, ma maison. Beth a construit ce jardin. Beth est morte, maman. Et tu as envoyé un camion de déménagement dans son jardin. La voix de Noreen a changé. Elle est passée de l'accusation, à cet endroit situé juste en dessous de l'accusation. Cet endroit où vit sa véritable voix. Celle qu'elle réserve pour les cuisines, les trajets en voiture, et les coups de téléphone tard le soir, quand personne d'autre n'écoute. Sauf que, cette fois-ci, la voisine sur le palier du premier étage écoutait, son panier à linge posé sur la hanche.
et Rutan était à l'étage, sur le canapé, juste à côté d'un document du cadastre. Tu as 33 ans, et tu vivais dans cette maison comme si c'était ton propre musée. 3 chambres pour une seule personne, pas même un chat, pas même un homme qui reste après le petit déjeuner. Ta sœur a un enfant. Ta sœur a besoin d'espace. À quoi ça te servait, à toi? À t'asseoir dedans? À cirer des planchers sur lesquels personne ne marche? Ta grand-mère Bette aurait honte de toi. Bette nourrissait chaque voisin de sa rue. Toi, tu ne veux même pas nourrir ta propre sœur. Tu es la femme la plus égoïste que j'ai jamais élevée. Et je t'ai élevée dans une maison qui appartenait à une femme, qui donnait tout à tout le monde. Et toi, tu l'as transformée en un coffre-fort verrouillé avec ton nom dessus. La voisine, sur le palier, avait posé son panier à linge par terre. Elle se tenait parfaitement immobile. L'immeuble était silencieux. De ce silence si particulier aux immeubles, lorsqu'une seule voix fait tout le travail, et que toutes les autres voix ont décidé de se taire pour écouter. J'ai failli la laisser terminer, fermer la porte, remonter, me servir un verre de vin, et mettre fin à la soirée. J'ai failli choisir la tranquillité plutôt que les conséquences. Mais le dossier était caché derrière la porte. Et ce dossier contenait 6 pages. 6 pages, c'est beaucoup de silence, un silence qui a attendu très longtemps, avant de cesser de se taire. J'ai tendu le bras derrière la porte, et j'ai ramassé la chemise cartonnée. La vente de la maison a été conclue il y a 6 semaines, maman. Béatrice a trouvé ta commode. La procuration, qui se trouvait à l'intérieur, porte ma signature. Et ce n'est pas moi qui l'ai signée. 25 mots en anglais. La bouche de Norine s'est fermée. Sa mâchoire, qui dictait l'expression de son visage depuis 33 ans, s'est figée. Ses yeux se sont posés sur le dossier, et y sont restés accrochés. Exactement de la même façon dont les yeux fixent les choses qu'ils refusent de voir devenir réelles. Ses mains se sont agrippées aux lanières de son sac à main, se serrant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Ses épaules se sont affaissées d'1 centimètre, puis d'1 autre centimètre. Et son corps tout entier a semblé perdre de la hauteur, comme un bâtiment qui s'enfonce dans de mauvaises fondations. Elle paraissait plus petite, debout dans mon hall d'entrée, qu'elle ne l'avait jamais paru debout dans ma cuisine. Car ma cuisine avait été la sienne pendant 7 ans, à mon insu, et ce hall n'était pas à elle, et ne le serait jamais. J'ai tendu le dossier. La page 1, c'est la fausse procuration avec mon numéro de sécurité sociale. La page 2, c'est le prêt hypothécaire de 43 000 €, contracté sur ma maison avec cette falsification. La page 3, c'est le rapport bancaire montrant 3 cartes de crédit que je n'ai pas ouvertes, avec 27 000 € de dette. La page 4, ce sont les statuts de la SCI à Thornton, prouvant que tu possèdes l'appartement de Kenna, libre de toute dette. La page 5, c'est l'historique des virements bancaires. Cela montre 52 mois de paiement de loyer, de mon compte vers le tien, pour une propriété que tu possèdes sans crédit en cours. Soit 72 800 €. Norine a pris le dossier. Elle l'a tenu pendant 4 secondes. Puis, ses doigts se sont ouverts. Le dossier a frappé le sol du hall. Les papiers se sont étalés en éventail sur le carrelage. Elle ne les a pas ramassés. Elle m'a regardé. Elle m'a regardé de la même manière qu'une personne regarde une porte verrouillée, quand elle a perdu la clé, et que le serrurier ne vient pas. Elle a tourné les talons. Elle est sortie. La porte du hall s'est refermée derrière elle. La charnière pneumatique a émis son embruit d'expiration. Je suis resté debout, dans l'encadrement de la porte, pendant encore 10 secondes. Puis, je me suis accroupi, j'ai ramassé les papiers un par un, et je les ai remis dans le dossier. Je suis remontée à l'étage, et je me suis assise sur le canapé, à côté de Rutan. Rutan m'a tendu un verre de vin. Elle n'a rien dit pendant environ 2 minutes. Puis, elle a déclaré, l'enregistrement de la SCI suffit à lui seul pour intenter une action au civil. Je sais. Le prêt frauduleux relève du pénal. Je le sais aussi. Les événements qui ont suivi ce lundi se sont enchaînés à toute vitesse. Kenna m'a envoyé un texto le mardi matin.
Son message était long. Certaines parties étaient écrites en majuscules. La phrase qui m'est restée en travers de la gorge disait « Tu avais 3 chambres et un jardin, et tu n'as pas été capable de laisser ton neveu dormir dans l'une d'elles. » Elle s'éclaircit la gorge. Jax m'a demandé ce matin où était passée la maison de Tati Sable. Je lui ai répondu que sa tante l'avait vendue, parce qu'elle aime l'argent plus que sa famille. Je l'ai lu. J'ai posé le téléphone. J'ai pris le transplantoir sur le rebord de la fenêtre. Je l'ai fait tourner dans ma main. Le bois était lisse. La main de Beth l'avait rendu lisse au fil de 30 années. J'ai reposé l'outil. Je n'ai pas répondu au texto. Le mercredi, mon père, Lou, a appelé. Lou n'appelle jamais, à moins que quelque chose ne lui coûte de l'argent. Quelque chose lui coûtait de l'argent. Sa voix avait cette tension aiguë qu'elle prend lorsqu'une facture imprévue est arrivée, et que cette facture porte son nom. Sable. La banque m'appelle à propos de mon bateau. L'adresse de stockage, figurant sur le contrat de prêt, est celle de la rue des Magnolias. Ton garage. La banque dit que l'adresse n'est plus valide. Parce que la propriété a changé de propriétaire. Ils exigent le remboursement du prêt. 38 000 €. Tu as vendu la maison, sans me dire que mon bateau était rattaché à cette adresse. Ton bateau était dans mon garage, papa. Ce n'est pas moi qui l'ai inscrit sur une demande de prêt. Tu l'as fait tout seul. Tu avais l'obligation de prévenir cette famille avant de vendre. J'avais une obligation envers moi-même. Et je l'ai remplie. Tu es en train de détruire cette famille, pour une maison dont tu n'avais même pas besoin. 3 chambres, des pièces vides. Ta mère a raison à ton sujet. Tu préférerais regarder ta famille se noyer, plutôt que d'ouvrir une seule porte. La porte a été ouverte pendant 52 mois, papa. J'ai dépensé 94 000 € pour la garder ouverte. Personne n'a dit merci. Personne n'a prononcé mon nom. Et maman falsifiait ma signature pendant tout ce temps. Lou est resté silencieux pendant 6 secondes. La ligne téléphonique n'était pas coupée. Je l'entendais respirer. Sa respiration avait le rythme d'un homme qui a épuisé tous ses arguments, et qui se tient debout, dans l'espace vide où le prochain argument était censé se trouver. Puis, il a raccroché, et pas en douceur. Le téléphone a émis ce petit bruit sec et abrupt, que font les téléphones quand quelqu'un les éloigne de son oreille, et appuie sur fin avec le pouce, alors que l'appareil est encore en mouvement. Son bateau a été saisi, dans un garde-meuble où il l'avait déplacé. 2 semaines plus tard, son prêt est passé en défaut de paiement. La note de crédit de Lou s'est effondrée en un seul mois. Le bateau était un bélinet de 8 mètres. Il l'avait acheté il y a 3 ans, et ne l'avait utilisé que 2 fois. Il était resté stationné dans mon garage, monopolisant l'espace où ma propre voiture aurait dû se trouver. Je me garais dans ma propre allée depuis 3 ans, parce que le bateau de mon père occupait mon garage. Et lui demander de le déplacer aurait été, pour reprendre les mots de ma mère, faire un scandale pour une vulgaire place de parking. Des scandales. C'est ainsi que ma mère qualifie les choses, lorsque j'ai un besoin qui ne sert pas ses propres intérêts. Le jeudi, Kenna m'a envoyé un mémo vocal sur mon téléphone. La petite voix de Jax résonnait. « Tati Sable ? Maman dit qu'on n'a plus de maison. Je peux venir chez toi ?» Sa voix s'est brisée sur le mot « maison ». J'ai failli rappeler. J'ai tenu le téléphone en main pendant 11 secondes. Puis, j'ai écouté le bruit de fond. La voix de Kenna, basse, lui dictant ce qu'il devait dire. Et, derrière la voix de Kenna, le rire de Norine. Pas un grand rire, un petit. Le genre de rire que l'on a quand la mise en scène se passe bien, et qu'on pense que le micro est éteint. J'ai supprimé le mémo. J'ai posé le téléphone, face contre terre, sur le plan de travail. J'ai pris l'arrosoir. J'ai arrosé le basilic. J'ai utilisé le transplantoir de Beth pour tasser la terre autour de la tige. La terre était humide. Le basilic poussait. Je n'ai pas rappelé. Les 3 semaines suivantes se sont déroulées comme avancent les conséquences, une par une, dans l'ordre, et sans demander la permission.
La plainte déposée par Béatrice s'est soldée par une amende de 2 400 €, infligée à Norine pour dépôt illégal d'encombrants. La contravention a été envoyée par courrier, à l'adresse de Norine sur le chemin des Pins. Norine l'a ouverte à la table de sa cuisine, un mardi matin. Elle l'a lue 2 fois. Elle l'a posée sur le plan de travail, à côté de la cafetière. Elle ne l'a pas payée. Le dossier pour fraude documentaire a été transmis au procureur de la République cette même semaine. Le procureur a ouvert une enquête préliminaire. Le faux bail, désignant Norine comme propriétaire d'une maison qui ne lui appartenait pas, a été joint en tant que pièce à conviction numéro 1. La fausse procuration a été jointe en tant que pièce à conviction numéro 2. Les images de la caméra piéton de l'officier de police sur le porche, montrant la commode renversée, les papiers éparpillés, et Béatrice se tenant debout avec la procuration à la main, ont été jointes en tant que pièce à conviction numéro 3. Mon avocat a déposé une plainte pour usurpation d'identité auprès de la Banque de France, pour alerter les services de crédit. Les 3 cartes de crédit ont été bloquées. Le prêt immobilier frauduleux a été signalé. Une enquête pour fraude a été ouverte contre Norine. Elle s'appuyait sur l'intégralité de mon dossier, la fausse procuration, la demande de prêt immobilier, les comptes des cartes de crédit, et les 5 années de relevé bancaire. Ces derniers montraient des achats que je n'avais jamais autorisés, dans des magasins que je n'avais jamais visités, dans des villes où je n'étais jamais allé. L'une des cartes de crédit présentait un débit de 2 200 €, effectué dans un magasin de meubles de Mérignac, en novembre dernier. Ces meubles n'étaient autres que le canapé. Le canapé de Kenna. Celui qui croupissait désormais dans une fourrière de la police. Béatrice avait fait enlever toutes ses affaires du porche, les considérant comme des biens abandonnés. Ma mère avait utilisé mon crédit volé, pour acheter le canapé qu'elle avait ensuite tenté d'installer de force sur mon ancien Porsche. Les mathématiques de cette affaire étaient d'une circularité presque poétique. Mon avocat a également envoyé une mise en demeure au civil, contre la SCI Alley Thornton, pour un montant de 72 800 €. La lettre de mise en demeure stipulait que Norine Thornton avait perçu des loyers de ma part, pour un appartement qu'elle possédait intégralement, tout en le faisant passer pour une obligation locative envers un tiers. La mise en demeure a été signifiée par un huissier, au domicile de Norine, un mardi matin à 9 h. C'est mon père, Lou, qui a ouvert la porte. L'huissier m'a raconté plus tard que Lou a lu le nom sur l'enveloppe, l'a regardé, et a demandé « Qui nous poursuit en justice, cette fois ?» L'huissier a répondu que la mise en demeure était adressée à Norine Thornton et à la SCI Alley Thornton. Lou a pris l'enveloppe à l'intérieur. Il n'est pas ressorti. Il ne l'a pas ouverte pendant 2 jours. Quand il s'est enfin décidé à l'ouvrir, il s'est assis à la table de la cuisine pendant 45 minutes. Il a lu les 6 pages de requête légale. Elle décrivait, dans un jargon juridique d'une clarté implacable, comment sa femme avait fait payer un loyer à leur fille aînée pour un bien qu'elle possédait déjà, tout en usurpant l'identité de cette même fille pour emprunter 70 000 €. Un prêt adossé à la maison que l'argent du loyer était justement censé justifier. Le groupe de discussion de la famille comptait 29 personnes. Un mercredi soir, 3 jours après la signification de la mise en demeure, j'y ai publié une seule phrase: « Maman utilise mon numéro de sécurité sociale depuis 7 ans. » La fausse procuration est maintenant entre les mains du procureur de la République. Le rapport de police est dans le domaine public. J'ai joint le numéro de dossier. Je n'ai pas joint les documents. Le domaine public signifie que n'importe qui, muni de ce numéro de dossier, peut consulter les archives au tribunal. Dès le jeudi soir, 14 personnes avaient quitté le groupe. La sœur de Norine est partie la première. Elle n'a publié aucun message. Elle est juste partie. Ensuite, 2 cousins. Puis le frère de Lou, qui avait prêté 3 000 € à Norine, à Noël dernier, pour des frais médicaux. Ensuite, Kenna. Elle a quitté la discussion à 23h47, après avoir envoyé un seul message disant « Cette famille est brisée », parce qu'une personne a décidé qu'elle comptait plus que tous les autres. Personne n'a répondu au message de Kenna. Le message est resté au fond de la conversation, comme une pierre au fond d'une piscine.
15 personnes sont restées. Aucune d'elles n'a pris la parole. La meilleure amie de Noreen depuis 22 ans s'appelait Harriet. Elle travaillait dans la même friperie paroissiale, où Noreen était bénévole chaque deuxième samedi du mois depuis 15 ans. Harriet a appelé Noreen le vendredi après-midi. L'appel a duré 4 minutes. Harriet lui a expliqué qu'elle avait entendu parler de l'affaire de fraude par son mari, qui travaillait comme greffier au tribunal. Harriet a demandé si c'était vrai. Noreen a répondu que c'était un malentendu. Noreen a dit que Sable avait toujours été difficile. Noreen a dit que Sable avait toujours été jalouse de Kenna. Noreen a ajouté, « Tu sais comment elle est. » Harriet a gardé le silence pendant un long moment. Puis, elle a déclaré, « Noreen, une procuration portant la signature de quelqu'un d'autre n'est pas un malentendu. Ce n'est pas être difficile. Ce n'est pas de la jalousie. C'est un crime. Je te connais depuis 22 ans. Et je choisis de croire que tu ne savais pas ce que tu faisais. Mais je ne peux pas choisir de rester dans ta vie, pendant que le procureur décide si tu étais consciente de tes actes ou non. Je te souhaite une bonne continuation. » Harriet n'a plus jamais rappelé. Le nom de Harriet a disparu du registre des bénévoles de la friperie de l'église le lundi suivant. Le samedi d'après, Noreen s'est présentée à la friperie à 8 heures du matin, comme d'habitude. Le poste de Harriet était occupé par une femme que Noreen n'avait jamais vue. Le gérant a informé Noreen que son statut de bénévole était suspendu, en attendant l'issue de ses problèmes judiciaires. Noreen est restée plantée dans l'embrasure de la porte de la friperie pendant environ 15 secondes. Puis, elle a fait demi-tour, et elle est retournée à sa voiture, sur le parking de l'église. Elle est restée assise dans sa voiture pendant 20 minutes. Et elle n'a pas démarré le moteur pendant les 11 premières minutes. À la fin de la 3e semaine, Kenna vivait chez Noreen. Elle avait perdu son appartement, car la SCI faisait l'objet d'une enquête, et Noreen avait gelé toutes les opérations sur les conseils de son avocat. L'appartement était désormais vide, les lumières éteintes, avec un avis de saisie scotché sur la porte d'entrée. Jax dormait sur un matelas gonflable, dans le salon de Noreen. L'assurance auto de Kenna, que j'avais payée pendant 36 mois, avait expiré. Elle s'est fait arrêter sur l'autoroute, un mercredi matin. L'amende s'élevait à 470 €. Son permis a été suspendu, dans l'attente d'une preuve d'assurance. Kenna a appelé Noreen. Les comptes de Noreen étaient bloqués. Kenna a appelé Lou. Le crédit de Lou était ruiné. Kenna s'est retrouvée assise sur le siège passager de la voiture de Noreen, sur le parking de la préfecture, pendant 45 minutes. Pendant ce temps, Noreen est entrée dans le bâtiment, et en est ressortie avec des documents qui mettraient 10 à 14 jours ouvrables à être traités. Jax était sur la banquette arrière, en train de regarder un dessin animé sur un téléphone, dont la batterie n'était plus qu'à 12%. Personne ne m'a appelé. Personne ne m'a envoyé de texto. Personne n'a envoyé de mémo vocal. Le pipeline qui traversait mon compte bancaire, de façon ininterrompue depuis 52 mois, était désormais à sec. Et la famille, qui l'avait utilisé comme un robinet grand ouvert, n'avait aucune idée d'où proviendrait la prochaine goutte. Car il n'y avait jamais eu d'autre robinet. Il n'y avait toujours eu que moi. Dimanche matin, 3 semaines et 4 jours après le passage des déménageurs. Sur le balcon de mon appartement, rue Pasteur. Le basilic avait doublé de volume. Les feuilles étaient vert foncé et épaisses. Elles sentaient exactement comme la clôture de Beth, lors de ces matins de juillet, quand le soleil inondait le jardin avant 7 heures. Le transplantoir de Beth était posé en travers du rebord du pot en terre cuite, le manche tourné vers ma chaise. La lumière du matin filtrait à travers la rambarde du balcon, selon un angle parfait, projetant une bande de chaleur sur l'accoudoir de ma chaise. J'avais mon café à la main. Mon téléphone était posé sur l'accoudoir, à côté du café. Le texto de Ruth Ann était arrivé à 7h14, brunch du dimanche chez moi. Apporte le pain au levain. Je fais du pain au levain tous les samedis, maintenant. J'ai commencé la semaine de mon emménagement. Le levain vit dans un bocal, sur le plan de travail, juste à côté de l'endroit où je pose mon transplantoir. L'appartement est petit.
Le balcon est encore plus petit. Le four est capricieux, et chauffe 15 degrés de trop sur le côté gauche. Mais mon pain s'améliore. La miche de la semaine dernière avait une croûte qui a crépité quand je l'ai coupée. Ruth Ann en a mangé 3 tranches, debout devant le comptoir de sa cuisine. Elle m'a dit, c'est la meilleure chose que tu aies jamais préparée. Et j'inclus tes feuilles de calcul d'évaluation des risques là-dedans. Ruth Ann et moi nous sommes rencontrés lors d'une conférence sur la gestion immobilière, à Toulouse, il y a 6 ans. Nous avons tissé des liens autour d'un mauvais café, et d'un ascenseur en panne. Nous sommes restés bloqués entre le 2e et le 3e étage, pendant 47 minutes. Au cours de ces 47 minutes, j'ai appris que Ruth Ann gère 23 logements en banlieue. Qu'elle ne tolère aucun retard de loyer, ni la moindre excuse prématurée. Qu'elle a, un jour, entamé une procédure d'expulsion la veille de Noël, parce que le locataire la fuyait depuis 6 semaines. Et qu'elle pleure systématiquement devant les publicités pour la nourriture pour chiens. Elle est la personne la plus pragmatique, et la plus sentimentale que je connaisse. Et c'est cette combinaison unique qui fait d'elle la seule personne dans ma vie, qui n'a jamais confondu ma gentillesse avec de la faiblesse. Le jour où j'ai déménagé de la rue des Magnolias, Ruth Ann a conduit pendant 4 heures depuis Nantes, pour m'aider à faire mes cartons. Elle est arrivée à 7 heures du matin, avec un rouleau de ruban adhésif, une boîte de beignets, et une étiqueteuse qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. Nous avons emballé des affaires pendant 9 heures. À 4 heures de l'après-midi, j'étais dans la chambre, en train de ranger des objets dans des boîtes. J'en étais arrivée à ce stade du déménagement où l'on cesse de réfléchir à ce qui compte vraiment. On commence à tout mettre dans le même carton, parce qu'on est fatigué, que les boîtes sont lourdes, et que la maison est vide. Et ce vide commence à résonner comme quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre. J'avais mis le transplantoir de bête dans un carton étiqueté, à donner. Je l'y avais déposé sans réfléchir. Ruth Ann passait devant la porte de la chambre avec un carton, et elle s'est arrêtée. Elle a jeté un œil dans la boîte, à donner. Elle a plongé la main à l'intérieur, et en a sorti le transplantoir. Elle l'a brandi. Le manche en bois a accroché la lumière de fin d'après-midi, qui filtrait par la fenêtre. Sable, qu'est-ce que ça fait dans le carton à donner? Je n'en ai pas besoin. Tu ne vas pas donner le transplantoir de ta grand-mère. Mets-le dans le carton à garder, tout de suite. Elle me l'a tendu. Je l'ai pris en main. Le manche était lisse. 30 années de la poigne de bête avaient usé le bois, lui donnant une texture semblable à celle de la peau. Je l'ai mis dans le carton à garder. Ruth Ann a hoché la tête une fois, et elle a repris sa route. Elle ne m'a pas fait de grands discours à ce sujet. Elle n'a pas expliqué pourquoi. Elle n'en avait pas besoin. Ce transplantoir a fini dans la boîte à garder. Aujourd'hui, il trône sur le rebord de ma fenêtre. Et le basilic que j'ai planté avec cet outil, il y a 3 semaines, est en train de pousser. Ruth Ann est la raison pour laquelle j'ai toujours en ma possession la seule chose de cette maison, qui valait vraiment la peine d'être gardée. Le pain au levain était enveloppé dans un torchon sur le plan de travail, encore tiède de la cuisson de la veille. Le café réchauffait mes mains. La lumière du matin baignait la rambarde du balcon. Le basilic poussait. À l'autre bout de la ville, la maison de Norine, chemin des Pins, était pleine de gens qui ne voulaient pas être là. Et elle était désertée par la seule personne qui avait toujours payé pour eux tous. L'amende pour dépôt sauvage était impayée. Le dossier du procureur était ouvert. L'enquête pour usurpation d'identité était active. Le prêt immobilier frauduleux était signalé. La mise en demeure de mon avocat attendait sur le comptoir de la cuisine. Elle était posée à côté d'une pile de courriers, que Norine avait cessé d'ouvrir. Car chaque enveloppe portait l'adresse de retour d'un cabinet d'avocats, d'une agence gouvernementale, ou d'une banque. Et tous attendaient d'elle une réponse qu'elle n'avait pas qu'Ena était dans le salon. Jacques s'était sur le matelas gonflable. L'appartement de la SCI à les Thornton était vide, les lumières éteintes, un avis d'enquête scotché sur la porte. Le bateau de Lou avait disparu. Le crédit de Lou était détruit. Lou dormait dans la chambre d'amis, car lui et Norine avaient cessé de parler d'argent.
Et quand on arrête de parler d'argent, dans une maison où cet argent a été volé, on finit par ne plus se parler du tout. Dans la rue des Magnolias, Béatrice Hargrove était dans le jardin. Elle plantait une deuxième rangée de rosiers le long de la clôture, exactement là où le basilic de Beth avait poussé pendant 20 ans. Elle utilisait son propre transplantoir. Il était neuf. Ce n'était pas celui de Beth, mais les roses allaient prendre racine dans la même terre. Et la terre, elle, se fichait bien de savoir qu'elle maintenait le manche de l'outil. La terre se contentait de faire pousser ce qui y était planté. Sur mon balcon, le basilic poussait. Le transplantoir était posé en travers du rebord du pot. Le pain au levain était enveloppé dans un torchon sur le comptoir, encore tiède. Le café était chaud. Le texto de Ruth Anne s'affichait sur mon téléphone. La matinée était silencieuse, et ce silence m'appartenait. Ce n'était pas le silence d'une maison avec 3 chambres vides, dont ma mère possédait la clé. C'était le silence d'un appartement d'une seule chambre, avec une chaise, un pot en terre cuite, le transplantoir d'une grand-mère, et une femme. Une femme qui avait dépensé 94 000 € pour apprendre que le seul coffre-fort qui vaille la peine d'être gardé est celui que l'on construit soi-même. Celui sur lequel figure son propre nom, et dont personne d'autre ne possède la clé. Si cette histoire est parvenue jusqu'à vous aujourd'hui, abonnez-vous à Histoire de secrets de famille. Partagez-la avec cette personne à qui l'on a dit qu'elle aimait l'argent plus que sa famille, par la personne même qui le lui volait. Ma grand-mère Beth a planté du basilic le long d'une clôture, elle a nourri ses voisins, elle remplissait ses propres déclarations d'impôts, et elle n'a jamais falsifié une signature de toute sa vie. Elle m'a légué un transplantoir aux manches lisses, ainsi qu'une leçon qui n'avait rien à voir avec le jardinage. Le basilic pousse. Le transplantoir est posé sur le rebord. La porte en bas est verrouillée. Et la clé est à moi.